On va parler du discours de Michel Barnier. Michel Barnier qui a donc passé son grand oral hier, un discours de la méthode et des premières pistes de mesures. Jérôme Rabier nous en résume les temps forts. Il avait promis un langage de vérité. Michel Barnier a d'emblée évoqué la situation financière du pays. Pour résorber le déficit public, il y aura bien des mesures d'économie et des recettes nouvelles. La situation de nos comptes demande aujourd'hui un effort ciblé, limité dans le temps, un effort partagé dans une exigence de justice fiscale. Cela passera par une baisse de la dépense publique et des hausses d'impôts sur les grandes entreprises et les contribuables les plus aisés. Côté chantier prioritaire, Michel Barnier a promis d'œuvrer pour le pouvoir d'achat, avec notamment un premier coup de pouce de 2% au SMIC dès le 1er novembre prochain. Sur l'immigration et la sécurité, le discours s'est voulu ferme, avec un volet répressif détaillé. Il est nécessaire que les jugements soient respectés, que les peines soient exécutées sans être transformées, au risque de faire perdre toute crédibilité à la réponse pénale. Face à une assemblée morcelée, sans majorité, le Premier ministre a promis écoute, dialogue et respect aux parlementaires. Je souhaite qu'il y ait moins de textes et qu'il y ait plus de temps pour en débattre. Je demanderai à mon gouvernement de s'appuyer davantage sur le travail parlementaire. Propositions de loi, amendements, recommandations des commissions d'enquête ou d'information. La mise en place de la proportionnelle aux législatives a aussi été promise par Michel Barnier, sans davantage de détails de forme ou de calendrier. À la fin de son discours, seuls les élus de la droite républicaine se sont levés pour l'acclamer. Une image symbole pour un gouvernement et un Premier ministre qui se savent à la merci d'une motion de censure qui pourrait les renverser. Rachid Temal, est-ce que Michel Barnier vous a convaincu ? Moi, personnellement, non, mais j'attendais pas grand-chose. Non, très honnêtement, Michel Barnier se savait attendu parce qu'il n'a pas de majorité, parce qu'on voit bien que c'est une forme de patchwork. Il a donné un bout de quelque chose à chacun de sa majorité. Ça ne fait pas une politique publique. Après, si l'objectif de Michel Barnier, c'était de passer, et sans être hué, et de passer globalement l'épreuve, il a réussi de son point de vue. Donc, comme il n'a pas grand-chose à dire, il dit « je vais faire de la méthode ». Voilà, après, moi, je vais attendre texte par texte et voir ce qu'il en sort. Mais, alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans le détail, mais c'est vrai que... On va rentrer dans le détail. Moi, je crois que quand même, sans rentrer dans le détail, mais il a donné à chacun quelque chose. Y compris à la gauche ? Non, pas la gauche. Je parle de sa majorité. Les impôts. Je parle de sa majorité. Mais le SMIC, je répondrai, le SMIC, c'est juste, au lieu de soit le 1er janvier, c'est le 1er novembre. Excusez-moi, on ne va pas nous faire une avancée de 2 mois en disant, voilà, regardez ce que je fais. Non, il a donné à chacun de ses membres de sa majorité quelque chose, et il a en même temps donné à chacun de ses membres une petite claque. C'est la méthode Barnier, c'est-à-dire, je suis avec vous, mais en même temps, c'est moi le chef. Et je trouve qu'il était, là-dessus, c'était assez intéressant de voir, d'ailleurs, dans notre hémicycle ici au Sénat, personne n'a quasiment applaudi, je crois, pendant l'ensemble du discours. Juste à la fin, de façon poliment, les membres de son parti, les LR, et c'est normal. Mais j'ai noté que d'autres n'avaient pas applaudi. Mais peut-être que ce sera cet après-midi la session de rattrapage. Vous n'avez pas applaudi, François Patria ? Si, tout à fait, j'ai applaudi. Pas votre groupe. Je suis devant, au premier rang. Et moi, comme je suis derrière, monsieur le président Patria, j'ai pu regarder votre groupe, je vous informe. Je vous donnerai les noms. Bon, alors, j'ai bien noté que Rachid Temal me surveille dans le dos chaque jour. Très bien. Jean, je ferai attention. Dites-moi. Oui, il vous a plu ce discours ou pas ? Ou est-ce que c'était un peu fou ? Vous pensez que c'est un discours qui a vraiment parlé aux Français ? Moi, je pense plutôt au contexte et à l'objet qu'aux polémiques sur la forme. Vu la gravité du moment, pouvons-nous nous permettre de rester dans une vaine querelle inutile plutôt que de penser à pouvoir ce qu'il faut faire pour trouver des solutions ? Nous sortons de 4 années, 5 années de crise. Il y a des difficultés financières qui sont là aujourd'hui. Il y a des problèmes de sécurité. Il y a des problèmes internationaux. Alors, le gouvernement, je pense qu'hier, le Premier ministre a effectivement... Il y a le piège du discours de politique générale, de faire un catalogue à l'après-vert de toutes les mesures et de répondre à tout le monde. Je pense que dans ce domaine, ce qu'il faut faire, c'est de la pédagogie. Et je crois que dans son discours... Il est tombé dans le piège ? Et je crois que non. Non. Il a énuméré certes les mesures. 5 ou 6. Il a donné les priorités, les chantiers. Mais surtout, je crois qu'il s'est adressé hier pas seulement aux parlementaires, c'est adressé au peuple. Parce que je crois que Michel Barnier va s'appuyer sur l'opinion. Et l'opinion qui va le regarder, qui en a assez aujourd'hui de la situation que nous connaissons et qui veut que les choses avancent et que les choses puissent avancer. Or, il y a, dans la déclaration d'intention du gouvernement, je n'ai pas vu de mesures concrètes. Sur le SMIC, effectivement, c'est 2% aujourd'hui, mais c'est 15% en 2 ans. Là. Depuis 1 an et demi, c'était 15% de non, mais il l'a pas annoncé. qui a été fait aujourd'hui. Donc, je remarque aussi qu'il n'y a pas de droit d'inventaire,
considère aujourd'hui que la situation est ce qu'elle est, mais qu'il y a des bonnes mesures qui ont été prises, qu'il faut aller, bien entendu, plus loin sur la sécurité, il n'y a pas de problème, qu'il faut aller sans doute mieux sur le logement aujourd'hui, qu'il faut faire des économies aujourd'hui. Moi, j'attends de savoir exactement, j'allais dire, la feuille technique de la traduction, mais pour l'instant, je n'ai pas de reproche à faire à ce gouvernement qui, d'un côté, s'appuie sur tous ceux qui ont voulu se mettre autour de la table. Je regrette, Rachid, je te l'ai dit comme amis, que vous ne soyez pas autour de la table aujourd'hui pour répondre à la situation. Je vais répondre au président Patria. Voilà. Mais je vais d'abord laisser. Oui, on va laisser d'abord Dominique Estrosi-Sassone. Vous avez applaudi ce discours, vous y voyez plus clair sur la ligne, elle vous convient ? En tout cas, moi, je considère que Michel Barnier s'est exprimé en homme d'État avec clarté, pragmatisme, bon sens. Alors, pas d'excès d'effet de manche, pas de démagogie, parce que c'est le style Barnier, mais pour autant, il a tracé, il a donné un cap et une méthode. Et cette méthode, je pense qu'elle est extrêmement importante dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. C'est l'écoute, respect et dialogue. Écoute, respect et dialogue avec le Parlement. Et je pense que tous, autour de ce plateau, nous pouvons que nous en réjouir. Écoute, respect et dialogue avec les partenaires sociaux, avec les corps intermédiaires. Et quand même, excusez-moi du peu, ça fait du bien, parce qu'on a vécu par le passé trop de verticalité, pas assez de réalité et de véritablement ancrage au niveau des territoires, avec les collectivités territoriales, avec la réalité des choses. Et ça, je pense que c'est véritablement très appréciable. Après, il n'a pas fait une liste à la Prévert, il a donné 5 chantiers prioritaires. Le niveau de vie des Français, l'accès aux services publics de qualité, la maîtrise de l'immigration, la sécurité au quotidien et la fraternité, en déclinant à travers tous ces chantiers un certain nombre de mesures. Je pense que véritablement, c'est une feuille de route qui est concrète, qui est exigeante, qui est responsable, en espérant effectivement qu'au fur et à mesure de l'examen des textes, eh bien, on puisse mettre en œuvre un certain nombre de mesures attendues par les Français. Il y a un certain nombre de mesures qui étaient identiques à celles prononcées par Gabriel Attal dans son discours de politique générale. Est-ce que finalement on est dans une continuité du macronisme dont les Républicains seront désormais comptables ? Non, je pense qu'on n'est pas dans la continuité du macronisme. On l'a vu, en tout cas, par la réponse qu'a fait Gabriel Attal au Premier ministre. Et on a vu aussi combien, sur la question des économies budgétaires et d'avoir laissé filer le déficit, comme l'ont fait les gouvernements précédents, c'est facile maintenant de donner des leçons quand on voit qu'on a laissé courir le déficit et la dette publique. Donc il n'y a pas de continuité, il y a une méthode Barnier, il y a une volonté d'agir dans un contexte extrêmement grave, avec responsabilité, avec aussi la conscience que les choses vont être extrêmement compliquées, mais pour autant, eh bien, je pense qu'il faut se retrousser les manches et nous sommes là, un certain nombre, à dire qu'il faut aider et accompagner le gouvernement de Michel Barnier. Rachid Temal, je laisse répondre à François Patria. Pourquoi le PS n'est pas dans tout ça ? Mais parce que les choses sont assez simples. Il ne faut pas non plus raconter... faut être honnête devant nos téléspectateurs. Le président de la République a choisi comme Premier ministre un Premier ministre LR. Il n'a pas choisi un Premier ministre qui serait de gauche, qui était la coalition arrivée en tête. J'ai bien dit en tête et pas majoritaire, que les choses soient claires. Et donc, il n'y a pas eu de Front républicain qui a été posé. Je rappelle que d'ailleurs, le seul parti qui n'avait pas fait le Front républicain, c'était les LR. Tout ça est assez saugrenu. Donc, c'est la décision du président de la République. Encore une fois, je suis respectueux des institutions françaises. On a une constitution, c'est le président qui nomme. Emmanuel Macron a fait le choix de nommer Michel Barnier. Moi, je respecte. Et moi, je ne fais pas de procès d'illégitimité ou quoi que ce soit. Il y a un Premier ministre. Et je rejoins ce qu'il y a une partie sur la partie qui est quand même qu'on espère, en tout cas, qu'on sera enfin entendu le Parlement dans tout ce que nous faisons dans nos rapports. Moi, là-dessus, si c'est ça, je serai le premier à féliciter. Il a dit une nouvelle méthode de travail. Il demandera à son gouvernement de tenir compte du travail parlementaire. Avec Dominique Delège, nous avons rendu une commission d'enquête sur la mise en place d'une politique publique, qui n'existe pas à ce stade, sur la lutte contre les influences étrangères malveillantes. Nous l'avons rendu le 26 juillet. Nous lui avons écrit à Michel Barnier pour lui proposer de lui remettre le rapport et d'en faire pour lui, parce que c'est le Premier ministre. Je vais donc voir, par l'exemple, si ça se passe ou pas. Ensuite, ce que je note sur le déficit, c'est intéressant. C'est vrai que, très honnêtement, j'ai lu ce week-end une tribune, dans la tribune d'ailleurs du dimanche, de 27 députés En Marche, Renaissance, tout ça. Macroniste, pardon, qui disaient il ne faut pas augmenter les impôts. Enfin, ils ont laissé un état des finances publiques catastrophique, dixit Barnier, et ils viennent nous expliquer ensuite comment il faut faire. Je trouvais que c'était un peu osé. Et d'ailleurs, on l'a vu lors de la passation de pouvoir et depuis, où le Premier ministre explique à son prédécesseur, qui est chef du parti présidentiel, qu'il a laissé le déficit tel dans un tel état. Ça, par contre, personne n'en parle. C'est quand même un vrai sujet.
Il y a quand même un état des finances publiques catastrophique, et c'est pas seulement une situation comme ça. Il y a eu des choix. La France, le gouvernement d'Emmanuel Macron, a laissé filer, notamment en supprimant de la recette à l'État. Bah oui, il y a un coût à la fin, et on le voit. Donc effectivement, Michel Barnier dit, il faut combler le déficit. C'est vrai, il faut combler le déficit. Il y a la question de la dette. Là-dessus, nous allons travailler collectivement. Alors, sur le dernier point. D'abord, suppression de certains revenus. Cette suppression de certains impôts dont tu parles aujourd'hui, elle a permis de lutter contre le chômage, d'arriver presque au plein emploi, de créer de la croissance et de l'attractivité pour le pays. Première chose. Deuxième chose, les déficits excessifs. Non, mais les déficits excessifs que je vous ai pas interrompu. Vous évoquez. Attendez, moi je veux bien vous entendre ici. Je vous écoute dans cet hémicycle, à mon humble place, d'un petit groupe. Et j'écoute chaque côté, toujours plus, à chaque fois, pour la santé, pour l'éducation, pour l'armée, pour l'environnement, pour tout. Vous avez demandé toujours plus et vous demandez toujours plus. C'est totalement faux. Vous avez demandé, écoutez, tout à chaque fois. Est-ce qu'on peut revenir aujourd'hui, attendez, est-ce que vous vous êtes opposé, quoi qu'il en coûte, pendant le Covid? Est-ce que vous vous êtes opposé au bouclier thermique qu'on a fait, au bouclier qu'on a fait aujourd'hui, énergétique qu'on a fait? Pas du tout. Et quand je pense, regardez, quand je vois qu'on a dépensé, vous nous reprochez? Par exemple, je vous donne un chiffre. 2 milliards de plus pour aujourd'hui les logements d'urgence. On a doublé le nombre de logements d'urgence. Tous les gens de chez vous demandent à ce qu'on le fasse encore le double aujourd'hui. Vous nous le reprochez, les 2 milliards? Les 30 milliards pour l'hôpital en 2 ans. On me dit aujourd'hui, l'hôpital est à la dérive, qu'on n'a pas investi dedans. Jamais un gouvernement n'a investi autant que les gouvernements précédents dans l'hôpital aujourd'hui et dans la santé. Et bien sûr, ça coûte au bout. Mais ce qui se passe au bout, c'est pas qu'on ait laissé filer le déficit tant qu'il n'y a pas eu des crises. Avec la première partie du quinquennat, Emmanuel Macron, on est revenu au-dessous de 3%. Non, pas interrompu Rachid. On est revenu au-dessous de 3% pendant la première partie. Ensuite, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre, il y a eu l'inflation. Et aujourd'hui, le déficit, il est dû à une seule chose, le manque de recettes, parce que la croissance est en berne et qu'il y a la crise. Voilà. Mais c'est pas la politique du gouvernement. Et rappelez-le. Non, mais autrement, c'est un faux procès d'intention. Non, parce que ça, vous avez mis bout à bout des choses qui n'ont aucun rapport avec ce que je viens de dire. Non. Et on peut rentrer dans le détail, mais... Dominique Estrosi-Sassone, et Michel Barnier, hier, il a dit qu'il repoussait l'objectif de 3% en 2029. Est-ce que c'est pas quand même un mauvais signal qui est envoyé notamment à nos partenaires européens? Non, mais c'est un signal de responsabilité. Comment aurait-il pu dire autre chose? On l'aurait accusé de démagogie. Donc aujourd'hui, il est confronté à une situation où plutôt que de promettre des choses qui ne peuvent pas être réalisées, eh bien, il faut effectivement annoncer des pourcentages qui potentiellement peuvent être atteints avec un effort collectif qui doit être mené. Et on le voit à travers ce qu'il a voulu faire pour réduire les dépenses publiques. C'est à la fois, bien évidemment, mettre fin à l'argent magique, aux illusions de tout gratuit ou à des subventions tous azimuts, mais c'est aussi lutter contre la fraude sociale, contre la fraude fiscale, et puis c'est le choc fiscal. Mais encore une fois, la droite n'a jamais été, bien évidemment, pour l'augmentation des impôts. Mais dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, à travers ce qu'a annoncé Michel Barnier, il faudra voir véritablement comment cela se décline. Je rappelle, c'est une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, sur les plus grosses entreprises qui font des profits. Et il n'a pas parlé du chiffre d'affaires, donc de façon à ce que ça n'entrave pas la compétitivité. Et puis, c'est aussi une contribution exceptionnelle et temporaire, et nous serons vigilants là-dessus pour les Français les plus aisés, pour éviter des stratégies de défiscalisation. Mais c'est d'abord 2 tiers d'économie budgétaire pour 1 tiers de choc fiscal, et c'est ce que nous retenons avant tout. On va parler des questions d'immigration, puisqu'il en a été question évidemment hier dans le discours de Michel Barnier. Les déclarations du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sur l'état de droit, pas intangible ni sacré, avaient fait réagir. Alors Michel Barnier a tenu à mettre les choses au point. On l'écoute. La fermeté de la politique pénale que les Français demandent est indissociable du respect de l'état de droit et des principes d'indépendance et d'impartialité de la justice auxquels je suis personnellement, profondément et définitivement attaché. C'est un recadrage bienvenu, Dominique Estrosi-Sassone. Il est allé trop loin, Bruno Retailleau? Non, il n'est pas allé trop loin, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, il est conforme à ce qu'il a toujours dit et fait par le passé. Et ici, au Sénat, on est un certain nombre à en porter témoignage. Il est aussi dans ce discours de fermeté, de rétablissement de l'autorité, de rétablissement de l'ordre, un discours et des réponses surtout qui sont attendues par l'ensemble des Français, quel que soit, je dirais, l'échiquier politique sur lequel se placent ces Français, à gauche comme à droite. Donc aujourd'hui, Bruno Retailleau, il est dans son rôle
rôle de vouloir plus de justice, mais aussi de vouloir plus de répression, de vouloir évoquer l'excuse de minorité, par exemple, l'aménager de façon à ce qu'on puisse faire baisser la violence contre les mineurs, de vouloir contrôler l'immigration, maîtriser l'immigration, contrôler l'immigration irrégulière. Non, Bruno Retailleau joue son rôle et je rappellerai que l'état de droit, c'est aussi garantir, permettre à l'État d'avoir la capacité de garantir, de respecter la loi au travers de la sûreté et de la sécurité que l'on doit à tous les Français. Donc je pense que ce que va dire Michel Barnier est conforme à ce qui existe aujourd'hui dans l'état de droit et au niveau de la séparation des pouvoirs entre d'un côté, bien évidemment, la justice qui reste indépendante et de l'autre côté, la sécurité et la sûreté qui reste la première des priorités des Français et la première des libertés pour chacun de nos concitoyens. François Patria. Oui, en disant que l'état de droit n'est pas intangible, c'est une erreur. Mais moi, je me souviens, vous savez, ce genre de déclaration péremptoire qu'on fait quand on arrive au gouvernement, pour asseoir son autorité, pour montrer qu'on existe, pour montrer qu'on est dans la ligne droite de ce qu'on avait dit par le passé. Je ne fais pas de procès d'intention aujourd'hui. Ces paroles sont de la communication, c'est excessif et sont rattrapées par les faits. Vous savez, je me souviens, parce que je suis un très vieux parlementaire, d'avoir vu M. Pandro et Pasqua à la tribune dire « Nous allons terroriser les terroristes ». Je me souviens. Qu'est-ce qu'il y a eu après ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? On a vu comment les attentats sont venus. Donc, on peut toujours faire les déclarations qu'on veut. Je crois qu'il y a du volontarisme chez Bruno Retailleau. Je crois que les propos ont été excessifs. Moi, j'ai pas voulu réagir dessus comme on me l'a demandé parce que je savais très bien que les choses allaient rentrer dans l'ordre. Et hier, effectivement, le Premier ministre a rappelé qu'il y a des principes intangibles dans ce pays, qu'on ne peut pas revenir dessus, et on est revenu à la réalité. Michel Barnier, il a fait rentrer les choses dans l'ordre, dont acte. La page est tournée des déclarations de Bruno Retailleau. D'abord, il ne faut pas oublier que Bruno Retailleau, ce qu'il a dit sur l'état de droit, il l'a lui-même corrigé, puisqu'il a fait un communiqué de presse juste avant le discours de politique générale. Lui-même reconnaissant qu'il y avait au minimum de la clarification, voire une erreur. Bon. Après, moi, je partage ce qu'a dit ma collègue, c'est-à-dire que la vérité, les gens font seulement découvrir. Mais nous, qui nous sommes effectivement sénateurs, on l'a vu si on prend le débat sur la loi sur l'immigration, ce que dit Bruno Retailleau à Beauvau, c'est ce qu'il disait Bruno Retailleau dans l'hémicycle. On peut être pour, on peut être contre. Enfin, si des gens ont été surpris, c'est qu'ils ne s'intéressent pas à la vie politique, au moins chez les LR. Après, une fois qu'on a dit ça, eh ben Bruno Retailleau va faire être confronté comme tout autre ministre à la réalité du monde. C'est-à-dire qu'effectivement, et moi je serais toujours d'accord pour qu'il y ait effectivement plus de forces de police sur le terrain. Je rappelle que dans notre pays récemment, c'est Nicolas Sarkozy qu'on a supprimé 13 000, et c'est François Hollande qu'on a remis 13 000 dans les rues de France. Donc plus de policiers, plus de gendarmes, plus de gendarmes, plus de... Non mais avant Macron, il ne s'est rien passé, on a bien compris. Non mais les 10 000 policiers, c'est Darmanin. Arrêtez de regarder le rétroviseur en permanence. Donc sur les questions de sécurité, moi je pense que sur les questions de sécurité, effectivement, il faut qu'il y ait la sécurité, c'est la première des libertés. Il faut que la sécurité soit mettre de l'ordre, de la justesse, et donc à chaque fois qu'on pourra améliorer les choses, nous le ferons. Mais d'abord, il faudra donc plus de policiers, bien sûr, des moyens pour les policiers, parce qu'aujourd'hui, très honnêtement, plus de dépenses. Je veux dire, ça veut dire aussi des commissariats, ça veut dire aussi des voitures. On parle des choses assez simples, hein, des gilets. Qui permettent d'être protégés, des choses comme ça déjà pour quand vous faites le tour des commissariats de gendarmerie. C'est la première chose. Mais on l'a beaucoup fait pendant cher François Patria, on va être honnête, quand il y a une loi de programmation sur la sécurité ici, présentée par Gérald Darmanin, mon groupe l'a votée. Bon. Donc on n'a pas là-dessus... Alors ne dites pas que rien n'a été fait alors. Mais je n'ai jamais dit ça, on parlait des finances publiques. Vous dites plus de policiers, plus de voitures, plus de costumes. On parlait de finances publiques. Aujourd'hui, on le sait bien. Vous allez comme moi dans les commissariats et gendarmeries, vous savez très bien que la question des locaux, la question des moyens de protection des policiers et des gendarmes, la question des véhicules, etc., était un vrai sujet. Donc je pense que la sécurité du quotidien, elle passe par cela. Donc moi, à chaque fois que Bruno Retailleau ira dans ce sens-là, nous serons favorables. À chaque fois qu'il fera... quelques effets de manche, par contre, nous aurons des désaccords. Okay. Mais là-dessus, je rappelle que le Parti socialiste est un parti qui fait de la sécurité une priorité. Que les choses soient bien claires. Sur la loi immigration, on va écouter Marine Le Pen qui a répondu à Michel Barnier en tant que président du groupe Rassemblement National. Elle veut aller plus loin sur la politique migratoire et demande une nouvelle loi immigration. Notre deuxième ligne rouge, ce serait l'absence du sursaut migratoire sécuritaire et pénal qu'attendent des millions de Français. Nous vous demandons, vous qui portiez un discours si ferme sur le sujet il y a quelques années,
de remettre à l'agenda dès le premier trimestre 2025 une loi immigration restrictive, reprenant à minima les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel en janvier dernier. Dominique Estrosi-Sassone, il faut une nouvelle loi immigration ? Je ne sais pas s'il faut une nouvelle loi. En tout cas, je ne vois pas pourquoi il faut que ce soit Mme Marine Le Pen qui dicte ce qu'il doit être fait. Pour autant, c'est vrai que nous avons largement discuté de la précédente loi immigration ici au Sénat. Nous avions introduit un certain nombre de mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel, qui allaient dans le sens de meilleure maîtrise de l'immigration et plus de contrôle de l'immigration irrégulière. Je note qu'un certain nombre de ces mesures ont été reprises dans le discours de Michel Barnier, mais qu'il a aussi voulu montrer que d'un côté, il fallait de la fermeté, mais qu'il fallait aussi de l'humanité. Et je pense qu'il y a aussi des améliorations à faire avec la question du droit d'asile. Donc, est-ce qu'il faudra en passer obligatoirement par une nouvelle loi sur l'immigration ou, dans un certain nombre de véhicules législatifs, réintroduire des mesures qui vont dans ce sens-là? Il appartiendra au Premier ministre d'en décider. Il faut rouvrir ce sujet de l'immigration avec une nouvelle loi. Ça ne fait pas plaisir à la gauche de la majorité, à la gauche du camp présidentiel, François Patria. C'est pas plaisir ou pas plaisir. Ce qui compte, c'est le fait... Est-ce que ça risque de fracturer votre camp? Pour l'instant, il y a une loi qui a été votée. Elle a été votée il y a 9 mois. Là, attendons qu'elle produise ses effets. Il y a dedans des mesures qui permettent justement de lutter, de mieux intégrer ceux qui arrivent et de mieux expulser ceux qui doivent partir. Il y a des mesures dedans qui sont prises. Attendons les effets. Faire une loi, il y a eu 10 ou 12 lois sur l'immigration en quelques années, ça n'a pas fait forcément avancer les choses. Là, il y a une loi qui a été votée. Je note que le Premier ministre entend être plus ferme, personne ne peut être contre le faire de la fermeté, qu'il entend prendre des mesures concrètes sans passer par une loi. Une loi immigration, c'est encore de nature à faire de la surenchère chaque jour. Ce qu'il faut prendre, c'est des mesures concrètes, appliquer la loi qui est votée aujourd'hui et voir comment ça se passe avant de décider quoi que ce soit. Mais j'ai bien noté que dans le discours du Premier ministre, il n'y avait pas, contrairement à ce qui avait été demandé, de loi d'immigration en programmation. Oui, puis le Premier ministre a parlé de faire quand même moins de textes et de donner plus de temps au dialogue et au débat. Je pense que c'est aussi par ce biais-là qu'on peut arriver à un certain nombre d'aménagements et d'améliorations. Rachid Temal, on imagine que vous n'êtes pas favorable à une nouvelle loi, mais la ligne de Michel Barnier sur l'immigration, fermeté en même temps humanité, c'est la bonne? C'est celle que répètent tous les premiers ministres depuis 40 ans. Donc rien de nouveau sous le soleil. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle jamais d'efficacité. Je rappelle, nous sommes un pays où depuis les débuts des années 80, comme ça tout le monde est dedans, nous faisons une loi immigration globalement tous les 18 mois. Alors, il y a deux options. Soit l'immigration change partout et qu'on n'y arrive pas au bout de 18 mois, il faut s'interroger sur notre vision. Soit, en fait, on peut s'interroger sur notre efficacité. Moi, je rêverais d'un vrai débat. J'avais introduit d'ailleurs un amendement sur la loi immigration. C'est peut-être qu'à un moment donné, il faut peut-être qu'il y ait une instance où les gens se parlent réellement de sortir de l'immigration de la politique pour dire à un moment donné, est-ce que peut-être qu'on peut travailler sur le fond, un peu de consensus et un peu de vision. Parce que si on fait tous les 18 mois, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, là aussi, toutes les autorités qui travaillent sur ces questions-là, administratives, judiciaires et autres, se disent, mais attendez, on commence à mettre un processus, vous changez la loi. Donc ça ne marche pas, notre système. Donc on peut en faire encore une autre, et même encore une autre. Donc moi, j'appelle juste à un moment donné, dans d'autres pays, ils y arrivent à faire un consensus national, un vrai travail de fond, ce qu'est l'immigration, quels sont les besoins de notre pays en termes d'immigration, parce que la réalité, elle est là, et donc comment on maîtrise et comment on fait l'immigration. Nous savons très bien, et moi la France est un pays d'immigration depuis toujours, contrairement à ce que certains racontent, et c'est une chance. Mais la France a aussi le droit, comme tout État, de décider qui rentre. Et la France, comme tout État, a le droit de décider qui sort parce que les gens ne respectent pas ou ne sont pas là légalement. Tout ça, on peut y travailler tranquillement. Alors que là, ça devient des effets d'annonce, des grandes déclarations. À la fin, quand vous allez dans nos hôpitaux, s'il n'y avait pas de médecins étrangers, l'hôpital public serait fermé. Quand vous allez dans la restauration, quand vous allez dans les EHPAD, etc., je pourrais continuer la longue liste, ça ne marcherait pas. Bon, et même au Sénat, certains services ne marcheraient pas. Bon, donc à la fin, il faut aussi à un moment sortir de cette forme d'hypocrisie. C'est un peu ce qu'a dit Michel Barnier. Il dit qu'il faut sortir des postures et faire l'immigration un sujet d'intelligence nationale. Vous adhérez? Mais je viens de vous dire oui, c'est comme tous les premiers ministres depuis 40 ans. Donc oui, sur le principe, oui, je vous dis oui, et je vous dirai, je vais voir ce qu'il y a derrière. Je crois qu'avec ce que dit Rachid Temal, il devrait être autour de la table aujourd'hui, parce que ses propos sont assez constructifs et consensuels. Je trouve très bien. Et il n'a pas dit qu'il était intelligent, très bien. Ce ne sera pas bon. Ça, je le pense. Mais j'espère qu'on parce que là, on a pas dit... parce qu'à l'Assemblée, les socialistes vont censurer Michel Barnier. Est-ce que c'est une bonne chose de le censurer si vite, ou maintenant qu'il ouvre la porte au dialogue, ou est-ce qu'il faut aller dialoguer avec lui avant la censure? Moi, je ne l'ai pas noté. Enfin, bien. Moi, j'étais favorable, à titre personnel, je l'ai dit publiquement, je peux le redire, j'étais favorable à ce que nous acceptions, nous les socialistes, de rencontrer le Premier ministre, parce que je considère
que c'est respectueux. Quand vous êtes un parti démocratique, vous respectuez. Et donc, que n'a pas voulu faire Olivier Faure. Et donc j'ai dit publiquement que moi je pense qu'il fallait y aller. Quitte à demander, moi j'y serais allé en disant quoi? Monsieur Barnier, monsieur le Premier ministre, allez-vous augmenter les salaires? Non? Oui? Bon. Allez-vous faire que 64 ans, la retraite c'est fini, et de nouveau un dialogue, etc. Allez-vous faire les moyens pour l'hôpital, etc., etc. J'aurais attendu sa réponse et j'aurais décidé comme ça. Je ne suis pas chef de parti, je l'ai été, je ne le suis pas, donc c'est son choix. Mais encore une fois, moi je pense qu'on peut être à la fois dans la discussion et extrêmement ferme sur ses valeurs et sa vision du pays. Pour conclure, parce qu'il nous reste peu de temps, Michel Barnier sera devant les sénateurs cet après-midi à 15h. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous êtes resté sur votre faim et sur lesquels vous attendez plus de précisions cet après-midi? Non, je pense que peut-être il y aura plus d'informations sur le respect et le dialogue avec les collectivités territoriales, puisque ça a été énoncé, mais de façon assez laconique, et qu'on sait très bien qu'ici, au Sénat, tout ce qui touche à la vie, au fonctionnement des collectivités territoriales, j'ai pas noté de loi de parler de décentralisation, par exemple. Donc peut-être qu'effectivement, ce sujet sera abordé plus en détail par le Premier ministre cet après-midi. François Patria. Moi, je pense qu'effectivement, le chef du gouvernement va s'adresser aujourd'hui aux représentants des collectivités. Donc on parlera collectivité, je pense qu'on parlera aussi méthode, je pense qu'il y aura de la pédagogie aussi, il faut que chacun prenne ses responsabilités dans le pays. Moi je ne pense pas qu'il faille accuser les collectivités locales, pas du tout, mais je suis comme mes amis sénateurs, je travaille chaque semaine dans mon département, j'inaugure chaque semaine et je m'aperçois qu'à chaque inauguration, c'est l'État qui est le premier financeur. J'ai inauguré une école il y a quelques semaines, 2 millions, l'État avait versé 1 million dedans. Donc je ne pense pas que l'État se soit désengagé aujourd'hui. Ça participe aussi du déficit dont vous parlez. Il y participe pas tous par ailleurs. Très bien. Non. Il est très doué, mais non. Non, moi je partage ce qu'ont dit mes deux collègues. J'y ajoute un élément. Moi je veux voir vraiment concrètement, au-delà des propos sur les collectivités, et c'est vrai que le mot décentralisation, il faut un vrai... et déconcentration aussi. La question de la méthode, de comment le Parlement devient un acteur majeur de notre démocratie française. Ça, j'attends beaucoup de choses là-dessus, parce qu'une fois qu'on l'a dit, comme on dit l'autre, il y a des preuves d'amour, mais enfin bon, il y a l'amour et il y a des preuves d'amour. Et donc je pense que maintenant, c'est concrètement comment on fait pour que le Parlement puisse agir sur les textes. Remettre le Parlement au cœur des débats. Et ce discours, il sera évidemment à suivre en direct sur notre antenne. Ce sera à 15h. Merci à tous les trois. Merci beaucoup.